Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur le mécanisme du jeûne intermittent. On a une source intéressante, une transcription d'animation médicale. L'idée, c'est de comprendre comment le corps réagit, comment il s'adapte quand on arrête de manger pendant un certain temps. Comment il passe à un autre mode énergétique, en fait, c'est assez intriguant. Ok, alors, décortiquons ça. Pour bien piger le jeûne, il faut déjà voir comment le corps fonctionne. Normalement, après un repas. C'est une histoire de carburant immédiat et de réserve, c'est ça? Précisément. Alors, après un repas, les glucides sont décomposés en glucose. Ça, c'est notre énergie principale, immédiate. Et s'il y en a trop, le corps, il est malin, il stocke cet excès sous forme de glycogène. Ah oui, le glycogène. Dans le foie et les muscles, c'est ça? Exactement. Foie et muscles, principalement, pour une utilisation plus tard. Et donc, quand on commence à jeûner, le corps, il va d'abord taper dans ce glycogène. C'est ça. D'abord le glucose qui circule, et très vite ses réserves de glycogène. Pour une personne inactive, ça prend typiquement 10 à 12 heures pour les vider. 10 à 12 heures. Voilà. Mais attention, quelqu'un de plus actif, ça peut aller beaucoup plus vite. Ok. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est là que le corps doit changer de stratégie, quoi. Une fois que le glycogène du foie est épuisé, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, il faut trouver une autre source. Et là, il se tourne vers les réserves de graisse. Celles qui sont stockées dans nos tissus adipeux. Les graisses, d'accord. Ces graisses sont alors décomposées en acides gras libres. Et c'est le foie qui les transforme ensuite en un autre carburant, pour le corps. Et aussi pour le cerveau. C'est ça, le fameux changement métabolique. C'est exactement ça. On passe du sucre aux graisses. Et ce passage à la combustion des graisses, quelles sont les conséquences d'après la source? Qu'est-ce que ça implique? Ce mécanisme est directement lié à certains des bénéfices qu'on entend souvent. Forcément, si on utilise les graisses stockées... On peut perdre du poids? Logique. Voilà. La source indique que ça peut aider à la perte de poids et potentiellement aussi améliorer la pression artérielle et le cholestérol. Intéressant. Et la source parle aussi d'autres choses, je crois. Quelque chose sur l'insuline et même le cerveau? Oui, tout à fait. Elle évoque une possible amélioration de la sensibilité à l'insuline. L'insuline, c'est cette hormone qui aide le glucose à entrer dans les cellules. Oui, essentiel. Donc maintenir des niveaux d'insuline plus bas pendant le jeûne, ça pourrait aider les cellules à mieux réagir à cette hormone. Et donc potentiellement réduire le risque de résistance à l'insuline. D'accord. Et pour le cerveau? Alors là, la source mentionne des effets bénéfiques possibles sur la santé cérébrale, via la production de ce qu'on appelle des facteurs neurotrophiques. Facteurs neurotrophiques. Oui, ce sont des molécules qui soutiennent la croissance et la survie des neurones. C'est assez prometteur comme piste. Ce point sur l'insuline, ça m'a l'air quand même assez clé. Pourquoi c'est si important d'avoir des niveaux plus bas? Parce que des niveaux d'insuline qui sont tout le temps élevés, ça peut finir par fatiguer les récepteurs des cellules. C'est ça, la résistance à l'insuline. D'accord. Le jeûne intermittent, en espaçant les moments où l'insuline est sécrétée, pourrait donc aider à garder ou même à retrouver une meilleure sensibilité. C'est fondamental pour bien réguler sa glycémie. Oui, je vois. Mais il y a un mais. La source est très claire là-dessus. Ce n'est pas pour tout le monde. Ah oui, absolument. C'est une mise en garde essentielle. Le jeûne intermittent, c'est non pour les enfants, les ados, les femmes enceintes ou qui allaitent. Logique. Non plus pour les personnes avec des troubles du comportement alimentaire, évidemment. Ni pour celles qui ont un diabète ou certains autres soucis médicaux. Et bien sûr, pas pour les personnes qui sont déjà en sous-poids ou fragiles. Donc prudence avant de s'élancer. C'est crucial de le souligner. Ce n'est vraiment pas une approche universelle. Il faut en parler à son médecin. Et pour ceux pour qui ça pourrait être envisagé, comment ça se passe en pratique? La source donne des exemples. Oui, elle mentionne qu'il y a plusieurs façons de faire. Le fameux 16-8, par exemple. 16 heures de jeûne, 8 heures pour manger. C'est ça. C'est souvent présenté comme une méthode assez accessible pour commencer. Mais, et c'est vraiment le point fondamental qui est souligné, Oui. le jeûne doit absolument être combiné avec une alimentation équilibrée et nutritive pendant les périodes où l'on mange. Ce n'est pas une excuse pour manger n'importe quoi après. Ah, important ça. Et l'hydratation aussi. Boire de l'eau, c'est essentiel. Et surtout, éviter de craquer et de manger énormément juste après le jeûne, surtout si c'est des aliments pas très sains. La surcompensation, c'est vraiment à éviter. D'accord. Alors, si on résume un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Pendant le jeûne intermittent, ça provoque un vrai changement métabolique. Le corps arrête d'utiliser le sucre comme carburant principal quand les réserves sont vides. Et passe aux graisses. Voilà.
Ça peut avoir des avantages pour la santé, perte de poids, peut-être d'autres choses, mais attention, ce n'est pas anodin. Il y a des contre-indications claires. Tout à fait. Et ça doit faire partie d'un tout. Une bonne hygiène de vie, une alimentation de qualité. C'est exactement ça. Ce n'est pas une solution miracle isolée. Est-ce qu'il y a un point dans la source qui t'a semblé ouvrir une porte particulièrement intéressante pour une réflexion future? Oui, cette histoire de facteurs neurotrophiques, c'est quand même assez stimulant. Si le jeûne favorise réellement des éléments bons pour nos neurones, pour leur survie, leur croissance, Oui. mais ça soulève une question, je trouve. Au-delà de la santé métabolique générale, est-ce qu'on pourrait explorer plus spécifiquement le moment du jeûne, son timing, comme un outil potentiel pour maintenir ou même améliorer les fonctions cognitives? Dans certains cas précis, bien sûr. C'est une piste de réflexion qui découle directement de ce mécanisme cérébral évoqué.